Bon, les cinq, on va démarrer. Celles qui voudront nous rejoindre pourront le faire. Et puis, il y aura toujours le replay sur la chaîne YouTube de la revue. Donc, moi, je suis là simplement pour lancer un peu la discussion et pour parler au nom de la revue. Donc, ben, enchanté et bienvenue à toutes et tous là pour la rencontre avec les rédacteurs, le rédacteur et les rédactrices invités du numéro sur Entreprendre comme artiste. On est ravis à la revue internationale PME de pouvoir accueillir ce numéro spécial qui fait suite à une journée qui avait été organisée par les institutions des partenaires, qui a été un beau succès, je crois. En tant que rédacteur adjoint de la revue, je vais juste rappeler quelques petits principes euh, de la manière dont fonctionnent les numéros spéciaux, avant de laisser cours à la discussion. Donc, les numéros spéciaux de la revue internationale PME fonctionnent en termes d'évaluation de la même manière que les numéros réguliers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois les papiers reçus à la date de tombée, il est possible après d'avoir une extension selon le nombre de papiers reçus. Les papiers sont d'abord vérifiés par la revue en termes de réponse aux critères éthiques. Ils sont ensuite envoyés vers l'équipe, donc qui nomme en général un ou deux responsables de la plateforme. Et ces deux rédactrices, rédacteurs invités font le travail de mise à l'écart ou d'acceptation des papiers pour les faire rentrer dans le processus en fonction de leur cohérence avec le thème central et vont nommer trois collègues responsables de l'évaluation et donc ils vont commenter votre papier. Donc il y a trois évaluateurs évaluatrices pour chaque papier. C'est ensuite à cette même équipe de faire le travail éditorial pour voir après la cohérence entre les points de vue, dégager des réponse aux auteurs. La revue internationale PME, elle souhaite toujours que le point de vue du rédacteur, de la rédactrice associée soit bien mentionné dans la lettre qui accompagne pour enrichir, compléter, trancher parfois aussi les points de vue entre les commentaires. Normalement, dans un numéro régulier comme dans un numéro spécial, la revue essaie de ne pas aller au-delà de deux tours pour éviter deux tours. Si les révisions sont importantes, j'enlève de là les petites demandes à la fin d'un papier. Mais on essaie de ne pas éterniser les processus par respect pour le travail des évaluateurs et également des auteurs. Donc deux tours, j'appelle ouais, deux tours en termes de demandes conséquentes. Après, il peut y avoir une dernière étape où les rédacteurs, rédactrices eux-mêmes associés vont demander des commentaires, vont donner des commentaires supplémentaires pour la version finale. Donc ça en fait un troisième, mais qui est plus géré par les rédactrices, rédacteurs. Donc voilà, donc le processus est à peu près identique. Nous, on intervient en tant que revue comme appui simplement, appui technique, et puis appui s'il y a jamais il y a des questions particulières de la part de l'équipe éditoriale. Donc les dates qui vous sont données sont forcément approximatives en fonction du processus lui-même, là. Donc je vous invite, si vous souhaitez soumettre un papier également, à considérer votre position comme évaluateur ou évaluatrice potentielle également, parce que les revues ont quand même du mal à faire face au flot de papier et de l'autre côté au tarissement du nombre de personnes qui acceptent d'évaluer les papiers. Donc voilà à peu près ce que j'ai à rappeler. Donc on est bien sûr ravis. Dernier point, vous savez qu'il y a un format d'article dans la revue qui s'appelle Frontières, qui sont des papiers courts qui essayent de revisiter, de challenger un peu des évidences, soit sur le plan théorique, méthodologique ou pédagogique. Il est possible de soumettre dans le cadre des numéros spéciaux des papiers sous ce format. Ils sont tout de même après à la charge des rédacteurs et rédactrices invités en termes d'évaluation, de gestion du processus. Le format est accepté, c'est juste que dans ce cas-là, c'est plus à la main de la revue, mais à l'équipe invitée de gérer le processus d'évaluation. Voilà, j'espère avoir été à peu près clair. Donc je vais laisser la main à l'équipe de rédaction invitée pour peut-être présenter rapidement les attentes ou selon ce que vous avez pensé, peut-être rentrer dans la discussion, c'est à vous de nous dire. Moi, je viendrai en appui s'il y a des questions qui sont vraiment spécifiques à la revue. Donc merci à tout le monde. Bienvenue à l'équipe.
Merci, mais merci Olivier. Céline, Christian, je pense qu'on avait proposé que vous preniez la parole en premier, peut-être pour parler un peu des origines de l'idée de ce numéro spécial, puis on pourra ajouter, Hélène et moi, des précisions au besoin. Est-ce que ça vous convient? Très bien, merci. Ben, Christian, je te laisse commencer. Oui, d'accord, d'accord. Donc, bonjour à toutes et à tous. C'est vraiment un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. En fait, donc cette idée de numéro spécial a germé depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Notamment avec Céline Baridi, dans notre étude sur les modèles d'entrepreneuriat qui sortiraient des modèles dominants. On s'est intéressé notamment à l'entrepreneuriat, à qu'est-ce que peut être l'entrepreneuriat quand il devient une expérience sensible, parfois fragile, souvent invisible. Et en tirant le fil, on en est arrivé à la question des artistes en tant qu'entrepreneurs. Et on s'est posé la question de savoir comment ces artistes vivent l'entrepreneuriat. Donc, il y a tout un ensemble de travaux sur les apports de l'art donc à l'entrepreneuriat. Donc, qu'est-ce que des méthodes artistiques peuvent apporter à l'entrepreneuriat. Mais on a considéré qu'il y a encore des zones d'ombre à éclairer par rapport à la manière dont les artistes peuvent vivre cette expérience, qui pour nous est une forme d'entrepreneuriat marginalisé. Et donc c'est cela qui nous a conduit, notamment avec Vanessa, à penser sur la thématique de l'art et l'entrepreneuriat, qui a eu lieu en janvier dernier, donc à l'Université Paris-Nanterre, qui a été très passionnante, très intéressante, très passionnante, qui a notamment été conclue par les travaux de Joël, qui nous a apporté des éclairages très intéressants sur cette thématique. Et à partir de là, ça a été un véritable plaisir de travailler avec Joël et avec Hélène sur la formalisation de ce projet de numéro spécial. Alors, peut-être pour compléter un tout petit peu, je voudrais en premier lieu vraiment remercier en particulier Olivier qui nous a ouvert les portes. Il va tout seul, bien sûr, mais il est quand même à l'origine de ce possible, hein, de constituer un numéro spécial, en tout cas de le proposer dans la revue internationale PME. Donc vraiment un grand merci à la fois à Olivier et puis à toute l'équipe éditoriale qui fait vivre cette très belle revue, de nous accueillir. Et en effet, l'idée a germé il y a quelques années, lorsqu'on a eu plusieurs discussions avec Christian, qu'il était encore doctorant, donc c'est pour dire que ça fait plusieurs années. Et puis finalement, ces discussions nous ont amené à rencontrer Olivier l'an dernier et puis à lancer l'idée de formaliser cette journée qui a eu lieu en janvier et de vraiment essayer de concrétiser les thématiques sur lesquelles ce numéro spécial pouvait porter. Et c'est là que sur les conseils d'Olivier, nous avons pris contact avec Joël et ce fut une vraie révélation parce que Joël a vraiment été a permis le fil directeur à la fois de notre réflexion au sein de l'équipe, mais également plus globalement dans la mise en perspective de ce numéro spécial au sein de la communauté. Et puis Hélène s'est greffée à ce numéro spécial également, à la fois par l'intermédiaire de Christian et puis également par un heureux hasard où nous sommes retrouvés à discuter de cette éventualité et où voilà, ces travaux se sont véritablement inscrits dans ce projet également. Donc voilà comment l'équipe s'est constituée et comment nous répartissons en quelque sorte les différentes facettes de ce projet. Euh, voilà, donc ça c'est un petit peu le contexte. Donc comme l'a dit Christian, on est sur l'articulation entre l'entrepreneur et l'art, l'artiste entrepreneur, mais également le contexte dans lequel l'artiste intervient, comment cela peut avoir une incidence sur l'entrepreneur qu'il peut être, ou du moins dans sa forme de relation à l'entrepreneuriat.
Donc, on a plusieurs aspects qui sont envisagés à travers ce numéro spécial parce que finalement, en faisant la revue littérature qui précède à toute élaboration d'un appel, et puis voilà, de simplement s'interroger, de savoir s'il y avait une pertinence autour de cette question, on s'est rendu compte qu'il y a des bribes de travaux en entrepreneuriat portant sur l'art, impliquant une imbrication art-entrepreneuriat, mais il n'y a pas de vue d'ensemble. Et puis, il y a surtout beaucoup de champs qui restent assez inexplorés. Donc, nous, on en a listé quatre principaux. Le rôle des émotions, de la trajectoire artistique auprès de ces artistes entrepreneurs, puis le contexte qui peut être une ressource créative et qui va catalyser l'entrepreneuriat, qui va finalement le préfigurer, la dynamique individu-collectif dans l'entrepreneuriat artistique, et puis l'entrepreneuriat artistique comme une réponse aux défis contemporains. Alors donc là, on est vraiment dans une approche très liée au contexte actuel, plus qu'au contexte de l'entrepreneur artiste en tant que ressource. Donc c'est une autre manière d'appréhender le contexte. Donc voilà pour en fait une vue d'ensemble du numéro spécial. Je vais peut-être laisser la parole à Hélène et à Joël pour compléter ce qu'elles souhaitent vous communiquer. Merci Christian et Céline. Ben, c'est très complet, puis je pense que tout le monde a eu accès aussi aux détails de l'appel. Moi, j'ajouterais peut-être juste pour bien cadrer la réflexion sur les contributions possibles, que la perspective centrale me semble être celle de l'artiste en tant qu'entrepreneur. Et donc, oui, le contexte est important, la forme de l'organisation qui émane de l'initiative entrepreneuriale l'est aussi, mais tout part de l'artiste dans cet appel. L'idée étant de mettre la lunette, la lentille, la perspective sur l'expérience de l'artiste, de l'individu artiste qui en vient à entreprendre. Donc, je pense que c'est important de voir les autres dimensions qui ont été nommées comme étant à prendre par la perspective de l'artiste et donc l'artiste en relation avec son contexte, l'artiste en relation avec sa trajectoire, mais de partir de la perspective de l'artiste et de ses pratiques entrepreneuriales. C'est l'élément que je vais me rajouter. Hélène, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose? Oui, je veux bien, volontiers. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc, c'est vrai que c'est important de rappeler le contexte et le temps que ça a pris pour aboutir sur ce projet. Donc, moi, je suis particulièrement sensible, pas forcément à l'individualité de l'artiste, même si c'est important de partir de la logique de l'artiste. Il me semble qu'il y a souvent aussi des collectifs, mais c'était de bien rester sur, en fait, centré sur effectivement la dimension esthétique et artistique par rapport à l'entrepreneuriat, dans la mesure où le phénomène actuel qui nous intéresse tous, c'est qu'on propose souvent l'entrepreneuriat comme solution à la précarité et aux difficultés professionnelles des artistes. Donc, c'est vraiment le modèle et la solution qui leur est proposée. Et je sais pas, enfin, du coup, qui leur est proposé individuellement ou collectivement. Hein. Et donc, on peut se poser la question à travers toutes les disciplines différentes. Hein. Ça peut être les industries culturelles et créatives comme des dimensions artistiques plus art contemporain ou voilà, moins insérées dans des réseaux organisés. Mais en tout cas, on peut toujours se demander, est-ce que c'est vraiment la solution et aussi est-ce que c'est un choix contraint ou une vraie appétence, une prise de conscience que l'entrepreneuriat peut proposer des formes, des façons de gérer les projets qui facilitent la vie des artistes. Voilà, donc moi j'étais sensible à ça parce qu'il me semble qu'il y a quand même pas mal de tensions et pas de solution qui est toujours la même. Hein. Il y a vraiment des artistes qui adhèrent beaucoup à ce modèle-là, d'autres qui s'y font, d'autres qui rejettent, d'autres qui s'y font puis rejettent. Donc voilà, c'est assez riche de perspectives en fait, cette rencontre. Mhm. Oui, donc on accueillera avec évidemment
beaucoup d'enthousiasme, des perspectives critiques aussi de cet entrepreneuriat, présenté parfois comme une injonction, mais qui présente, comme Céline a souligné aussi, énormément de précarité, puis de tensions qui peuvent gagner à être mises en évidence. Alors, y a-t-il des questions, des interventions? Christian, tu voulais reprendre la main peut-être? Oui, oui, je voulais juste compléter par rapport aux perspectives critiques. Tu en parlais, Olivier, notamment de la rubrique frontières, qui peut être intéressante aussi pour explorer d'autres formes d'écriture. Et c'est vrai que l'écriture académique peut également être une forme d'entrepreneuriat et, euh, et des textes qui s'inscriraient dans cette rubrique peuvent être intéressants également. Ouais. Mm, mm, mm. Yanis? Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je subis la venue ici, je me présente Yanis Martin, c'est Christian qui m'a forcé de venir. Donc j'ai fait l'effort de venir ici vous voir ce soir. Sorti de la petite blagounette, non, ça me fait vraiment plaisir de venir parce que je ne suis pas très très ancien dans le monde académique et c'est une belle découverte parce que je trouve cette communauté, en l'occurrence ici, particulièrement, enfin voilà, particulièrement favorable et soutenante. Donc déjà merci à toutes et à tous de me permettre d'être là ce soir. Question de fond qui était en lien avec les demandes de Christian. Je ne vous cache pas qu'en ce moment, il y a des pics d'activité très importants et j'ai crois voir déjà qu'il y avait un petit bascule sur le rendu que je voyais plus tôt. On est bien d'accord que c'est à partir du 1er juillet qu'il faut soumettre ou c'est la date butoir? C'est la date butoir? Ok, donc ça répond à ma première question. Et la deuxième, Christian avait suggéré, mais j'ai pas forcément vu ça dans le texte, qu'il y avait la possibilité de faire en fait des interviews que j'ai vues dans des précédentes éditions ou regard croisé. Est-ce que c'est aussi quelque chose de possible ou pas du tout sur le contenu de l'article? Je crois qu'on parle pas de la même revue là. Si, si, Non, si. il y a une revue qui doit permettre des dialogues, des entrevues, des choses comme ça, mais je pense que tu parles d'entreprendre et innover. Alors non, il m'avait semblé en lire aussi chez vous. Entreprendre et innover, oui, c'est une autre chose. Là-dessus, il n'y a pas de Voilà. souci. Mais en fait, pour vous, j'avais aussi une suggestion pour ça. Donc, c'est savoir si c'était possible dans ce cas-là, si je reviens dessus ou pas vraiment. Non, c'est pas souhaitable. Bah, disons on peut admettre, là, ça dépend ce que vous entendez par là, mais on peut entendre l'écriture créative, par exemple des formes dialoguées qui seraient l'utilisation d'une forme dialoguée fictive pour Oui, tout à fonctionnel fait. des résultats. Oui, tout à Ça fait. devrait s'inscrire dans un papier quand même traditionnellement problématisé. Ouais, ça, c'est pas de problème. Ouais, c'est plus l'écriture fictionnalisée qui peut être intéressante à développer pour les parties empiriques de papier, par exemple. D'accord, ok, bah Je sais c'est pas ce que si- je voulais savoir parce que Pardon. l'idée, c'est après en revenant bah, justement sur ce qui avait été proposé par la précédente conférence où j'ai eu la chance de rencontrer justement Céline et Joël, c'était le fait de dire que mon terrain en fait est composé d'un ensemble de plein d'artisans et artistes qui sont très différents et de faire justement une sorte de regard un peu croisé entre des gens qui se revendiquent plutôt du statut de l'artisanat qui est différent de l'artiste, même si au fond c'est à peu près un statut qui peut être très similaire en France en fait. Mais sauf que les vues sont je ne peux pas dire antinomique, mais même des fois totalement opposés sur plein de sujets. Et en fait, il n'y a pas de point de rencontre parce que l'un se revendique artiste et l'autre artisan. Et c'est là où je m'étais dit, en discutant avec Christian notamment, que ça pouvait être intéressant, selon moi, peut-être de jouer sur cette espèce de double tableau. Mais ça veut dire un effort d'écriture qui n'est pas académique, mais plus pour amener ce sort de ressenti de bah, justement ce qui a été dit en préalable. Et après, j'arrête la question, hein, mais de je suis devenu artisan entrepreneur parce que pour moi, c'est normal. Et en face, l'artiste, parce que j'avais pas le choix, c'est pour me sortir de la précarité, ce qui ne vient pas du tout le même discours, en fait. Voilà. Donc, je ne vous embête pas plus, mais je suggérais ça. Vous me direz quel est le format que je peux voir. Et merci voilà, pour le partage. Ben, j'irai voir ça comme ça. J'ai essayé de voir ce que je peux essayer de faire sur ce sujet-là. Oui, je pense que enfin, tu peux construire comment dire, un recueil de données qui te permettent justement d'avoir cette mise en perspective. Ensuite, bon, Oui. tu peux parfaitement justifier le fait de confronter, entre guillemets, la vision de l'artiste avec celle de l'artisan sur la question de l'entrepreneuriat ou de l'entrepreneur. Parce que tu as beaucoup aussi d'artisans qui se considèrent artistes. Oui, mais c'est Donc, ça. Et c'est là où c'est tu bizarre. questionnes énormément la frontière qu'il peut y avoir justement. Et je trouve que ça, c'est intéressant. Tu n'as pas besoin de partir sur des choses très compliquées, je pense, en termes de méthodologie et de présentation des données collectées, hein. Le tout, c'est de justifier pourquoi tu prends ces deux populations-là qui, a priori, ne sont pas identiques, Mhm. mais que
tu démontres qu'il y ait une Une sorte, porosité ou oui. à un moment donné, de rencontre, et où se situe cette rencontre et en quoi elle questionne la dynamique de l'entrepreneur. D'accord, d'accord. Donc j'ai la réponse, mais oui, c'est plus cette espèce de mise en perspective qu'il faudra que je regarde. Donc après, voilà, je ne vais pas vous embêter plus parce que c'est une demande spécifique, mais à la limite, comme on a quand même des délais longs, sous-entendu, voilà, ça laisse 2 mois, à peu près 3 mois, Mm. de vous renvoyer les éléments au fur et à mesure, et puis peut-être d'en discuter, ou je sais pas, avec toi, Christian, ou peut-être Céline, en Mm. fonction de ce que vous dites, avant de soumettre, sous-entendu, le document à la fin. Ok, Je ne vous embête pas plus. Merci Olivier, merci Céline, merci Christian. avec plaisir. D'autres commentaires, questions, ou précisions? Pas particulièrement. Oui, bonjour. Hamida, bonjour. Oui, je suis venue un peu en retard, excusez-moi. J'ai une question en fait. J'ai pas assisté au début, mais est-ce qu'on peut penser à l'entrepreneuriat d'un artiste lorsqu'il, en fait, il entreprend sa vie via par exemple, si je prends un musicien ou bien un chanteur qui entreprend sa vie via l'art. Et si est-ce qu'on peut parler d'un artiste qui est déjà décédé? Donc, Bah, moi, a priori, ça me semble pas du tout impossible, mais peut-être vous pouvez nous en dire un peu plus sur le cas en question. Si c'est juste une personne, j'ai l'impression, qui euh, est... oui, ouais. en fait, c'est un musicien, compositeur au Liban qui s'est décédé il y a quelques mois, mais il est très connu et il a en fait, je peux pas dire sacrifié sa vie, mais il a donné toute sa vie à l'art, à la musique. Et via la musique, il a exprimé sa façon de se révolter en silence. Donc, c'est ça ma question. Est-ce que on pourra dire que quelqu'un pourra entreprendre sa vie via la musique, via l'art, en, en laissant, euh, on peut dire, un héritage aux gens qui vont écouter cette musique-là, qui vont penser aux circonstances dans lesquelles elle a été composée. C'était vraiment, je parle d'un musicien qui a composé durant la guerre civile au Liban. Il est issu d'une famille qui est très connue, qui sont des musiciens, son père, son oncle et sa mère. Et lui, il était contre le courant carrément de sa famille au niveau musical et au niveau idéologique, au niveau politique. Donc, il a entrepris sa vie via la musique, via l'art. Donc, il y a une forme d'engagement social par la musique ou d'engagement politique et Ouais, idéologique ouais, grâce à la c'est ça. musique. Donc, il y a un Ouais, lien entre l'individu, la personne artiste, sa démarche oui, artistique et son ouais, engagement social et collectif. ouais, c'est Et ça. peut-être pour situer là, dans une perspective d'article scientifique, quelles sont les sources de données auxquelles vous avez accès pour documenter ce cas? En fait, j'ai fait un peu de recherche. Il y a quelques mois. En fait, j'ai des articles, des circonstances de la création de ces morceaux musicaux, ou aussi il a écrit des textes de théâtre. Donc, c'est de quoi euh, ces pièces de théâtre parlent, qu'est-ce qu'elle a exposé, qu'est-ce qu'il a été accepté par le public, qu'est-ce qui n'a pas été accepté, et qu'est-ce qu'on a retenu en fait par rapport à cette personne-là. En fait, le musicien, il s'appelle Ziad Rahabani.
Je pense qu'en matière de données, il faut juste s'assurer d'arriver à déployer une méthodologie cohérente avec les données accessibles. Cohérente, Donc, oui, ouais. on parle d'une recherche documentaire, si je comprends bien, ou Oui, d'une oui. analyse de cours. Donc, il faudrait trouver la méthodologie adéquate pour Mm, analyser puis faire émerger des résultats du corpus de données auquel vous avez accès. d'accord. Oui, je ne sais pas si je peux voir tous les articles ou bien aussi il a fait des interviews ou bien même revoir les textes de ses pièces de théâtre aussi. Qu'est-ce qu'il a écrit exactement peut-être? Mhm. Les passages où vraiment on pense que il dévie du courant musical de sa famille, par exemple, dans lequel il s'est retrouvé, ou bien aussi au niveau même des morceaux qu'il a composés, les rythmes qu'il a employés, parce que, par exemple, parmi les morceaux qu'il a composés, c'était durant la guerre civile, il a utilisé une musique qui représente vraiment les bombardements, qui représente les confrontations. Donc, on voit bien que il expose via la musique un certain message de se révolter par rapport à la situation et aussi de se révolter par rapport à sa situation dans sa famille. Ouais, ben, je Je pense ne que sais pas pour la méthodologie, je ne sais pas si c'est au niveau des documentaires, c'est suffisant ou non. ben, une recherche sur base de documentation existante, ça peut tout à fait être suffisant. Il faut juste déployer la bonne méthodologie. Donc, Ouais, peut-être qu'il faut aller voir aussi, est-ce que c'est de l'analyse narrative? Est-ce que c'est du côté de la littérature que vous trouveriez des études littéraires, que vous trouveriez des méthodes adéquates? Mais il faut s'assurer de déployer une méthodologie d'accord. suffisamment Merci. rigoureuse pour, euh, pour analyser tout le matériau, mais après que la personne soit en vie ou décédée, que les données soient des données de source primaire ou secondaire, tout ça peut se justifier. Je pense que ça peut faire l'objet d'un cas riche et original, mais il faut juste trouver la bonne méthodologie là, selon les données collectées. Donc, si c'est de l'analyse d'articles de presse ou d'entrevues déjà données à des médias ou de l'analyse carrément de contenu créatif, de contenu qui a été créé par l'artiste, ben, c'est pas nécessairement les mêmes méthodes qu'on va déployer. Il faut juste s'assurer qu'elle est suffisamment rigoureuse et cohérente avec le matériau. D'accord. Merci, merci beaucoup. Y a-t-il d'autres commentaires, interventions? Vous pouvez peut-être une main virtuelle ou la vraie ou prendre la parole directement. Il y a des personnes qui nous ont joint aussi récemment, plus récemment, là. Bonjour. Allô, Marianne, ouais? Euh, alors, je me demande si vous voyez euh, le fait d'étudier les déterminants de la performance entrepreneuriale des entrepreneurs culturels comme un sujet pertinent. Euh, Est-ce que c'est une piste à travailler ou bien c'est pas aussi intéressant? Qu'est-ce que vous entendez par performance? Je pense qu'il y a plusieurs définitions qu'on peut donner à ce grand terme. Oui, c'est vrai. En fait, c'est étudier les différentes dimensions de la performance où il y a growth, euh, le, il y a, معناتها, comment dirais-je? C'est, c'est la performance que Van Cataramen a utilisée en fait. Alors là, c'est intéressant ce que vous dites parce que il me semble qu'on est vraiment du côté entrepreneurial là. Et c'est un peu difficile pour nous d'y répondre, je pense, parce qu'en fait, on ne voit pas très bien pourquoi enfin, à la fois c'est intéressant d'un point de vue entrepreneuriat, c'est dans ce sujet-là, mais peut-être ce qui manque, c'est qu'on comprenne pourquoi c'est lié à l'art ici. Pour Ah, moi, c'est ça que c'est la question que je me pose, quoi. parce que la population, c'est les artistes qui décident Ah, d'être entrepreneurs, les musiciens, les artisans et ok, donc, ok. Et vous pensez que en fait, enfin, le cœur du sujet là-dessus, c'est leur performance, la façon dont ils évaluent leur performance en tant qu'entrepreneur?
La performance entrepreneuriale, bah, Et qu'est-ce que ça apporte ou à quel besoin de connaissances ça répond d'évaluer des entrepreneurs en art par des critères de performance plus traditionnels, disons? Peut-être c'est là qu'il faut problématiser un peu la proposition. pardon? Ben, je vous invite en fait à identifier la problématique sous-jacente, en fait, à quel besoin de connaissances ça répond d'évaluer les entrepreneurs artistiques à partir de critères de performance traditionnels. Parce que c'est quelque chose qui a quand même été critiqué dans la littérature, que de se fier à des critères de performance traditionnels correspond pas souvent euh, aux besoins de compréhension qu'on a de l'entrepreneuriat artistique qui répond bien souvent à d'autres motivations, puis à d'autres objectifs que ceux de l'entrepreneuriat des secteurs plus traditionnels de l'économie. Et donc, ce serait intéressant, si vous voulez soutenir une proposition de cet ordre-là, de justifier puis de problématiser les raisons ou disons, les motivations dans les connaissances actuelles d'étudier l'entrepreneuriat des artistes à partir de critères de performance traditionnels. Oui, je vois le point, oui, c'est vrai. Et bah du coup, il n'y a pas euh, un outil pour mesurer cette performance qui est vraiment adapté aux artistes, d'après ce que je connais. Peut-être il y a des outils qui mesurent leur performance spécifique à leur contexte, mais Oui, ben, je pense qu'en termes de mesures, on est plus justement dans des évaluations plus contextualisées, en effet, puisque chaque forme entrepreneuriale répond à des motivations et des contraintes particulières selon le contexte. Euh, donc non, je connais pas encore d'outils de mesure quantitative, en tout cas de l'entrepreneuriat artistique qui soit vraiment adapté à ces formes d'entrepreneuriat. C'était Hélène, je pense que tu voulais compléter. Oui, bah, je voulais dire la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, ça, c'est vrai que ça a déjà été pas mal abordé, c'est-à-dire que de commencer à parler d'outils de gestion et de mesure de la performance adaptés aux artistes en tant qu'entrepreneurs, c'est vraiment perçu comme bah, plaquer le management sur les artistes et en fait, ça a tendance à être vu comme une incompréhension de la spécificité de leur travail, de leurs aspirations aussi. Donc c'est là où en fait il faut quand même faire attention, c'est-à-dire c'est pas comme si enfin c'est pas comme si ça n'avait pas déjà été abordé et c'est pas comme si on en avait déjà pas pointé les limites. Donc c'est tout à fait possible de vouloir le faire, mais si en gros il n'y a pas de Enfin, en gros, si en gros on a le sentiment que vous persistez à vouloir le faire de manière un peu manu militari, ça risque d'être un peu. Enfin bon, je vois d'avance si on a des reviewers qui connaissent bien la spécificité voilà, des problématiques d'artistes, vous risquez peut-être de vous heurter à quelqu'un qui va dire ah non, pas encore. Les outils de gestion plaqués sur les artistes qui estiment que les artistes ne savent pas bien s'y prendre et devraient mieux mesurer leur performance, quoi. C'est ça la limite. Même si c'est toujours intéressant, justement, on le disait au début et on le redit, le choc des cultures est toujours intéressant. Et il y a aussi, faut pas se le cacher, des enjeux de mesure de la performance. Enfin, ça se dirait peut-être pas comme ça, mais c'est pas comme si c'était absent. Par contre, c'est pas forcément la façon dont on le dira et c'est pas. Je pense que ça a déjà été abordé suffisamment de fois pour qu'on puisse dire que non, finalement, ça ne collera jamais vraiment. je vois, ouais. Merci beaucoup. Merci. Présidente, Stéphanie. Merci. C'était juste pour apporter, voilà, rentrer dans la conversation avec Mariem, Hélène et Joël. Ça me rappelle, alors, on l'a beaucoup fait effectivement, mais ça me rappelle une très vieille thèse, et je vais me permettre de la citer, une thèse qui est sortie, je crois, en 2002 ou 2003, de Pascal Amans sur la performance des petits musées.
Et en fait, alors c'est voilà, c'est une très vieille thèse, mais moi, elle m'avait beaucoup inspirée. À l'époque, j'étais également doctorante et je travaillais sur l'artisanat d'art. Et elle m'avait beaucoup inspirée pour prendre ce contre-pied, elle est en contrôle de gestion, de prendre ce contre-pied de cette notion de performance et la manière dont elle pouvait aborder cette notion de performance dans les petits musées. Et voilà, je pense que ça peut apporter aussi une réflexion à Mariem dans cette réflexion-là. Donc, je voulais juste partager voilà, cette information et ce partage. Et comme j'ai les paroles, je vais continuer pour apporter aussi un élément à Yanis sur ces différences de définition entre artistes, artisans, artistes libres, parce qu'on est en France effectivement sur des spécificités institutionnelles qui sont très fortes et qui sont différentes de ce qu'est l'artcraft et de la manière dont ça peut être perçu dans le monde anglo-saxon. Donc, dans les années 2000, on a beaucoup travaillé sur les formes de typologie pour essayer de le classifier. Alors, voilà, je vais m'auto-citer, mais il y a aussi le travail d'une sociologue, de Anne Jourdain, qui a travaillé également sur cette distinction, dont les travaux d'Anne peuvent être également intéressants. Voilà, je vous remercie. Je voulais juste partager quelques références. Merci beaucoup. Merci Stéphanie. Et oui, je confirme, effectivement, Anne Jourdain avait beaucoup travaillé sur ces éléments. Je crois même qu'elle avait travaillé sur le Louvre, enfin, si je ne me trompe pas. Voilà, donc, oui, oui, effectivement, très bonne idée. Y a-t-il d'autres questions, commentaires? Je vois que Vanessa est là, si tu veux dire un mot, donc la dernière rédactrice du groupe, de l'équipe. Oui, bonjour à tous. Oui, veuillez excuser mon retard. Un train qui a 1 heure de retard, ça arrive. J'ai cru comprendre, alors c'est vrai que je prends les choses en cours, qu'il y avait quand même de nombreuses questions. Pour le coup, je suis pas la plus spécialiste du sujet, en tout cas, si ce n'est au travers l'encadrement de Nathan Potier. Mais quoi qu'il en soit, on fera en sorte dans cet appel de répondre le plus rapidement possible, en tout cas en ayant un lien avec les évaluateurs, aux propositions et y compris aux propositions qui seraient hors champ, dans la mesure où on souhaite faire en sorte que les propositions d'articles, différentes contributions soient examinées de manière efficace. On ne veut pas faire perdre leur temps aux différentes contributeurs. Voilà, on veillera quand même à ça, très important. Il y a d'autres interventions, hein, toutes les questions sont possibles, n'hésitez pas si vous êtes... C'est l'objectif d'un webinaire. Permettez-moi de poser cette question. Alors, est-ce que vous pensez qu'on peut traiter l'entrepreneuriat culturel avec une méthodologie quantitative? Parce qu'on a l'air il faut commencer à explorer, à observer et puis faire les conclusions Bah, scientifiques possibles. Ça dépend des objectifs. Oh, vas-y, Vanessa, Vanessa. oui, alors je vais répondre à la question. Tout dépend quel est l'objectif de recherche, c'est-à-dire qu'une méthodologie quantitative, elle est adaptée à des questions de recherche. Et s'il existe des bases de données avérées, en effet, c'est possible d'utiliser une méthodologie quantitative. Je suis pas convaincue qu'il existe nécessairement des bases de données. Après, on peut créer une base de données, mais tout dépend en effet de l'objectif de recherche. Voilà.
à partir de là, c'est toujours possible, oui. Oui, je vois, merci. Joël, tu voulais compléter peut-être? C'était- J'allais dans la même direction. Donc, selon l'objectif, est-ce qu'on veut valider des hypothèses ou est-ce qu'on veut explorer un phénomène peu connu? Ben, le choix de la méthode va s'imposer. L'important, c'est que l'ensemble de la recherche soit cohérente, évidemment. Mais il peut y avoir une volonté même descriptive, un objectif de description qui va être réalisé à travers une méthodologie quantitative. Quand on veut, par exemple, brosser un portrait d'un secteur culturel qui est vaste, ça peut nécessiter de déployer une méthodologie quantitative, mais où il peut y avoir des méthodes mixtes aussi. En fait, tout dépend de l'objectif de recherche, comme l'a dit Vanessa, puis de la justification qui est faite ensuite de la méthodologie choisie en fonction de cet objectif. Donc, à Tout vous de dépend de l'accès aux poser. données aussi. Oui, et voilà, Ouais. l'accès aux données. Tout dépend de l'accès aux données. Mm. Mais ça peut être une forte contribution si vous avez un accès justement aux données et si vous construisez une base de données originale qui permet de sortir des indicateurs quantitatifs dans un premier temps descriptifs et éventuellement, pourquoi pas, permettant de faire des tests d'hypothèses. Mhm, mhm. C'est une contribution en soi. Oui, c'est clair. Merci. D'autres interventions? On n'en voit pas. Je vous ai rappelé dans le clavardage quelques points de forme. La revue est assez généreuse en nombre de mots, là, donc en général, on apprécie moyennement que ça déborde trop des 10 000 mots, mais il y a quand même petite possibilité de gras dans les papiers. Une politique d'IA et une déclaration qui ont été mises en place également. Euh, donc c'est ça. Donc si vous avez les informations techniques, vous pouvez les poser directement à la revue. Hein, ripme@uqtr.ca, là, c'est toutes les questions plus techniques, je dirais, sur la soumission. Sinon, je pense que l'équipe sera ravie de vous répondre à vos questions par courriel également, si vous en avez, là. Est-ce qu'on se quitte comme ça ou est-ce qu'il y a des personnes qui sont frustrées de ne pas avoir pu poser leurs petites questions? Bonjour. Alors, moi, j'ai une petite Ah, question. bah, Enfin, Michael, oui, alors, Michael. Donc, deux petites questions. Une première, c'est parce que je sais que nous, on travaille sur le cinéma, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément. Enfin, on peut travailler avec les artistes, mais on a une base de données sur, finalement, plus tout ce qui est marché du cinéma sur les Antilles-Guyane. Donc, est-ce que ça peut rentrer dedans, dans cette vision-là, ou est-ce que c'est un peu trop éloigné? Parce que pour moi, c'est déjà assez éloigné du côté entrepreneur. C'est le terrain sur lequel l'entrepreneur va travailler. Donc, quel pourrait être l'angle intéressant à prendre selon vous? Et l'autre question qui a été déjà un peu abordée, mais pour avoir plus de précision. on t'a perdu en Guyane, Michael. On t'entend plus. Allô, la Guyane? Il y a, les questions n'ont pas été, enfin, moi, j'ai pas entendu les questions, une partie des questions. Michael, si tu veux écrire Coupé, les je pense. questions. Ah, on t'entend? On t'a Oui, récupéré. ça a coupé. Je Attends, disais des voilà. artistes, je ne sais pas à quel moment, mais je disais aussi des artistes qui sont entrepreneurs à côté parce Alors, ce ou serait pas. bien de reprendre le début, parce qu'on a vraiment été coupé, de reprendre Ok, le début de votre intervention, Michael. d'accord, je reprends. Alors, deux grandes questions. La première, c'est qu'on a une base de données sur tout ce qui est cinéma, mais qui n'est pas forcément sur vraiment les créateurs du contenu, mais sur le marché du cinéma. Est-ce que ça pourrait rentrer, sachant que c'est le terrain justement de ces acteurs-là, etc. Donc, comment vous voyez que ça pourrait rentrer? Et la deuxième question, c'est vraiment sur le statut, par exemple, d'intermittent du spectacle. Est-ce que ça rentre aussi dans l'entrepreneuriat selon vous ou pas? Ou comment faire? Voilà. Et aussi ceux qui n'ont pas forcément encore réussi, mais qui justement entreprennent
une carrière d'artiste, mais qui n'ont pas forcément réussi à en vivre. Donc, comment on peut les placer? Comment vous voyez qu'on pourrait les placer ou pas dans cette notion d'entrepreneuriat, pour le papier en tout cas? Voilà, c'est ça mes questions. Alors, je vais peut-être prendre la parole et puis je laisserai mes collègues compléter. Sur les intermittents du spectacle, oui, a priori, c'est une thématique qui peut rentrer dans le numéro spécial. Après, sur la question des artistes, j'imagine français, mais qui n'en vivent pas encore, là aussi, tout dépend quelle question comment vous allez orienter la question, mais c'est une thématique, comment vous allez orienter la problématique, c'est-à-dire comment ils peuvent vivre, si la question c'est comment ils peuvent rentrer et vivre dans le monde de l'entrepreneuriat culturel, pourquoi pas, mais c'est vraiment comment la thématique en soi, le sujet, est pas du tout rédhibitoire, mais tout dépend comment vous allez tourner la problématique. Et sur votre première remarque concernant la base de données, j'ai pas bien compris en quoi consistait la base de données. Si vous pouviez un peu préciser. Ah, c'est une base de données qui analyse surtout les entrées dans les salles. Alors, j'oublie exactement toutes les différents champs, mais qui est plus sur une analyse des entrées dans les salles. Donc, des éléments qui vont avec. Donc, quelque part du terrain de tout ce qui est l'art cinématographique, mais c'est vrai que c'est pas forcément tout de suite les artistes qui sont concernés, mais plus le terrain de leur terrain où ils vont devoir travailler, donc quelque part leur marché à eux. Donc, Oui, je alors sais que c'est... c'est pas une base de données directe, mais ça peut être une donnée secondaire pour contextualiser en fait. Ok. Je verrais plutôt les choses comme cela, mais bon, comme j'ai pas accès à la base de données, je vais peut-être laisser la parole à Joël, par exemple, qui a Je envie pense que de. oui, merci Vanessa. Je pense que des données comme celles que vous citez peuvent en effet donner un contexte, mais peuvent pas être au centre de l'article. En fait, ce sera pas le sujet principal, mais ça peut donner un contexte pour informer l'environnement dans lequel l'artiste évolue en tant qu'entrepreneur, mais les contraintes de son contexte, comment l'artiste entrepreneur interagit avec ce contexte-là, mais ça peut pas être le centre de l'analyse de l'article, évidemment. Je sais pas si vous voyez la distinction. Mm. Puis pour ce Oui, qui est tout à fait. des artistes qui ne vivent pas, des artistes entrepreneurs qui n'en vivent pas pleinement, moi je pense que c'est tout à fait dans l'idée de la trajectoire, puis des différentes postures qu'un artiste peut adopter à l'égard de sa carrière à différents moments. Donc sur sa trajectoire, certains vont commencer par ne pas en vivre complètement, puis éventuellement, oui, pouvoir en vivre, d'autres n'en vivront jamais complètement, puis vont choisir d'entretenir un emploi parallèle pour subvenir à leurs besoins, pouvoir se consacrer à leur art. Donc moi, je pense que ça fait partie de la diversité des postures possibles qu'un artiste peut entretenir à l'égard de sa carrière, puis que c'est tout à fait tout aussi intéressant de présenter des artistes entrepreneurs qui en vivent partiellement que de présenter des artistes entrepreneurs pleinement consacrés à leur carrière artistique. Donc, je vois pas de contraintes à cet égard-là. Puis l'intermittence du spectacle, comme d'autres formes d'organisation de sa carrière font partie là, des différentes façons de s'organiser en tant qu'artiste, d'entreprendre sa carrière comme artiste. Donc ça, moi, je vois pas... oui, c'est ça, des entrepreneurs hybrides comme Olivier les cite dans la conversation. Ça fait partie des différentes façons de s'organiser comme artiste. On peut penser à la multi-activité aussi, où il y a différentes façons de la nommer, mais il y a toutes sortes de configurations de carrière qui peuvent être intéressantes à étudier, qui font partie des différentes trajectoires qu'on peut avoir comme artiste. Donc, moi, je serais tout à fait... je pense que c'est tout à fait bienvenu là, dans cet appel. Nicolas, D'accord, très bien. t'as pas Merci beaucoup en de tout cas. questions, tu peux ajouter... Oui, et Michael, pour rejoindre le propos de Joël et Vanessa, ça sera d'autant plus intéressant si l'étude est située dans des contextes géographiques ou culturels
qui font peu l'objet qui ont peu fait l'objet d'études aujourd'hui. Ok, d'accord, merci. Oui, c'est un peu l'idée. C'est pour ça aussi que justement, alors j'essaie de voir, mais pour comment je continue mon terrain. Mais c'est vrai qu'il y a peu de personnes vraiment qui en vivent ici pour avoir commencé. Et c'était pour être sûr que ça ne poserait pas de problème. Merci beaucoup. Laurent, bienvenue. Oui, merci. Donc j'ai bien écouté. J'ai une question, alors je vais peut-être la poser différemment, mais moi je suis en contact avec une entreprise qui est globale, qui est dans 20 pays, qui est une PME de 20 personnes, qui s'avère être une équipe dirigée par deux magiciens qui ont créé une offre de magie. Et mon sujet, c'est la monter à l'échelle, en fait, la scalabilité. Donc, est-ce que ça peut coller par rapport aux attendus, dans le sens où ce qui m'intéresse, moi, c'est comment on devient de manager, de magicien à manager. Ils ont une filiale en Chine, ils ont déposé des brevets, ils ont une organisation, un atelier, ils ont industrialisé le process, en fait. Ça n'empêche pas moins que c'est des magiciens, ça n'empêche pas moins que ce sont des artistes. Mais ma question, c'est, est-ce que cette dimension-là, de dire je prends le cheminement à l'envers, je pars du postulat qu'ils sont dans un pays, je pars du postulat qu'ils ont des clients prestigieux, je pars du postulat qu'ils ont des processus répétables plus qu'industrialisés. Est-ce qu'on peut considérer que c'est intéressant pour la revue, pour le numéro spécial? Parce que c'est une approche qui est très... alors par rapport à tout ce que j'ai entendu, c'est pas par nécessité, c'est par choix, par opportunité, par demande de client qui a amené un autre client, qui a amené un autre client de plus en plus prestigieux. Donc il y a une vraie dynamique derrière tout ça. Donc est-ce que c'est un sujet qui pourrait coller dans les attendus? Alors, moi, personnellement, je trouverais ça très intéressant. Alors après, tout dépend de la façon dont sont amenées les questions de recherche, mais ce Sûr. sont des thématiques qui sont tout à fait dans le numéro spécial. Oui. Oui. Puis, si je peux compléter, mais je pense que si on se concentre sur la perspective du magicien devenu manager d'une Mhm. grande organisation, c'est particulièrement intéressant. C'est une trajectoire possible. Donc, il peut y avoir l'artiste à la base qui souhaite garder une entreprise de petite taille, avoir un contrôle sur sa création, mais qu'est-ce qui se passe quand l'entreprise dépasse la personne de l'artiste? Qu'est-ce qui se passe avec la création aussi? Est-ce qu'on routinise certaines formes de création? Est-ce qu'il y en a qu'on standardise ou est-ce qu'on continue à laisser des variations en fonction des pays? Donc, je pense qu'il y a vraiment des thématiques intéressantes à étudier. Mais je vous encouragerais peut-être à garder la perspective du magicien devenu manager. Je ne sais pas quelles données vous avez, peut-être ça pourrait nous Euh, éclairer sur l'angle. je l'ai rencontré, j'ai échangé longuement, j'ai interviewé pour un autre sujet aussi, donc j'ai de la matière par rapport à ça. Et puis, j'ai repris contact avec lui pour justement lui demander si, sur le principe, il était partant pour retravailler le sujet j'attendais la visio d'aujourd'hui, retravailler le sujet dans cette perspective. Mais pour moi, pour juste que les choses soient peut-être un peu plus claires, si ça n'a pas été le cas, c'est de dire, en fait, bon, il est magicien, mais il aurait pu être dans la medtech, dans la deep tech ou dans d'autres technologies, en fait. Il s'avère qu'il est magicien, qu'il a une offre qui est construite, qu'il a une tarification, qu'il a une prestation. Mais c'est pas le côté artistique qui, pour moi, est le moteur principal en tout cas, le sujet que j'avais évoqué avec lui. Mais est-ce que ça peut rentrer quand même, quoi? C'est le côté vraiment monter à l'échelle, industrialisation d'une offre de service qui s'avère être faite par des magiciens avec de la magie et qui, visuellement, est de la magie, en fait. Alors peut-être que ce qui serait intéressant, ce serait justement de mettre en perspective, peut-être en confrontation, l'aspect très artistique de la magie avec ce déploiement standardisé d'un produit de magie qui est vendu à des clients de plus en plus nombreux. Parce que il y a quand même cette tension qui doit exister dans les articles qu'on attend Ouais. autour de l'artiste. C'est-à-dire que si on est sur une prestation de service qui est complètement déconnectée de la dynamique artistique, ça va poser un problème. Parce que là, bah, c'est finalement n'importe quelle PME qui produit, je veux dire là, c'est de la magie, d'accord, mais ça pourrait être la fabrication par exemple, une tasse. Vous voyez, ça pourrait être le même schéma. Là, la Mhm. question, c'est est-ce qu'il y a encore une quête artistique à travers ne serait-ce que la production de nouveaux services, de nouveaux shows qui vont être Mhm. vendus.
et comment cette quête artistique va s'insérer dans ce déploiement. Ok. Ou est-ce qu'on a complètement oublié la quête artistique et finalement, on est passé d'un artiste à un industriel qui va produire en grande quantité un produit qui n'a plus aucun lien avec une quête artistique. Non, Et je le lien, crois que pour le numéro spécial, il y a quand même au moins questionné ouais. ce lien avec la dynamique artistique, la fibre artistique, si je voulais parler de la personne. Il y a quand même derrière cet entrepreneur, au départ, un magicien. Oui, oui, il y en a même deux. Mais non, mais la magie existe toujours. C'est aussi dans le recrutement des gens. Ils vont pas recruter des profils typiques, ils vont recruter des magiciens ou des gens sensibles à l'art, etc. Pour information en parallèle, ils ont aussi une activité de spectacle parce qu'ils veulent garder un doigt vraiment dans la prise spectacle tel qu'ils le faisaient auparavant. Donc il y a vraiment une dualité dans les profils des deux créateurs avec la montée à l'échelle de l'autre côté. Donc, C'est ok. super, cette dualité, elle est très intéressante à explorer. Non, mais c'est clair, c'est clair. Oui, Ok. oui, je rebondis. Alors, c'est vrai que c'est vraiment très important de mettre en perspective cette tension, mettre en évidence cette tension Ouais. avec peut-être une demande de produits standardisés, mais si c'est que du produit standardisé, quelque part, on sort du numéro spécial. Si au contraire, on a des profils justement un peu atypiques qui vont nourrir l'offre. Là, on va avoir justement de la tension entre ce qui peut être proposé et ce qui peut être rentabilisé et la notion néanmoins de créativité. Est-ce qu'il y a toujours de la créativité Oui, en bien sûr. fait dans le processus? C'est ça Mhm. qu'il faut justement mettre en lumière. S'il y a des choses à faire sortir, à mettre en tension, là, oui, ça nous Ouais. intéresse. Ok, super. Merci. Si je peux juste faire une petite remarque, moi, enfin, bon, c'est vrai que peut-être la magie, ça rejoint les industries culturelles et créatives et du coup, il n'y a pas tellement de, enfin, je veux dire, c'est sur un format entreprise, quoi. Il faudrait peut-être quand même essayer de voir la dimension artistique parce que la magie, on peut y réfléchir de différentes façons, mais voilà, ça peut se rapprocher du divertissement comme il peut y avoir une dimension artistique. Donc voilà, il faut peut-être quand même insister un peu sur la dimension art. Ok, très bien. Si c'est... Merci. C'est ça. Je pense qu'on est toutes et tous d'accord sur l'importance de montrer la spécificité de cet entrepreneuriat autour de la magie. Puis est-ce qu'il y a quelque chose d'artistique ou non finalement? Ouais. Oui. Ça devient Dans intéressant à partir du moment où on peut montrer cette spécificité, quelle qu'elle soit, parce qu'on n'est pas là non plus pour normer qu'est-ce qui correspond à l'entrepreneuriat artistique. Puis là, on parle de précarité, mais ça ne veut pas dire qu'il faut absolument qu'il y ait cette précarité. C'est qu'on la nomme parce qu'on l'observe dans bien des cas, puis qu'on ne veut pas non plus glorifier l'entrepreneuriat artistique comme la seule voie possible pour les artistes. Mais s'il y a un entrepreneuriat qui est lucratif et fructueux, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas non plus le mettre en avant, mais en tenant bien compte des spécificités artistiques là, qui... Ok, très bien. Bon, bah, j'avais demandé s'il y en avait une petite dernière, mais je vois qu'il y en a plus que ça, là. Donc, est-ce qu'il y a encore des questions, des remarques, des précisions à demander? Non. Ça peut être par le clavardage également, si vous ne vous sentez pas à l'aise ou si vous n'êtes pas en condition matérielle d'intervenir oralement, là. Non, je considère qu'on est arrivé au terme, du coup, de la rencontre. Donc, je vous rappelle, du coup, hein, si vous avez des questions qui sont purement techniques au regard du dépôt des papiers, vous pouvez joindre la revue, ripme@uqtr.ca. Des questions relevant de la politique éditoriale, des choix d'angle d'attaque, de métaux et autres. Là, vous pouvez rejoindre les rédactrices et le rédacteur invité. Voilà, voilà. Ben, nous vous souhaitons une bonne semaine et puis un bon travail d'écriture si vous vous lancez dans le projet, on l'espère. Je vous rappelle également, donc, si vous êtes disposé
évaluer des papiers pour la revue, notamment dans le champ de l'entrepreneuriat artistique, n'hésitez pas à le faire savoir à la revue. On peut vous inscrire ou vous inscrire directement sur le site. Voilà, voilà. Merci à l'équipe éditoriale.